Le jour où l'on a remis les clés de mon bureau à un directeur de la communication qui n'avait aucune idée du fonctionnement de notre système, j'ai su que le destin de l'entreprise était scellé. 10 années de mon travail, ma plateforme de conformité, la raison pour laquelle les régulateurs nous faisaient confiance, furent à nous reconditionner en simple théâtre de l'innovation. Ils pensaient qu'en remplaçant la substance par des paillettes, ils tromperaient les auditeurs de l'État. Impossible. Je ne les ai pas sabotés. Je n'en avais pas besoin. Je suis simplement parti pour bâtir quelque chose de plus solide avec des gens qui savaient écouter. Leur effondrement était inévitable. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se produit quand l'arrogance se heurte à la réalité, continuez à regarder. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous pour en voir davantage. Ils ont appelé ça un ajustement des coûts, mais je connaissais déjà le scénario avant même que le jeune de la RH ait fini de lire. 10 ans à construire l'ossature de conformité qui maintenait cette compagnie d'assurance en vie, et me voilà réduite à une simple ligne supprimée pour impressionner les investisseurs. Mark Stevens, le vice-président qui n'avait jamais compris le système, s'adossait à la cloison vitrée comme s'il avait remporté une victoire. Le PDG Daniels n'était même pas dans la salle, trop occupé à répéter ses mots-clés pour son prochain appel aux investisseurs. Il ne me regardait pas vraiment. Il voyait un salaire, pas la femme qui tenait leur fragile machine debout. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas seulement d'être jeté, c'était de voir Tiffany Rhodes, la directrice de la communication, passer devant moi avec son sac de luxe, en fredonnant comme si elle savait déjà que le bureau qu'on lui offrait, mon bureau, n'était qu'un début. Il pensait m'avoir enterré en silence, mais je n'ai pas protesté, je n'ai rien signé, je n'ai pas supplié. Je suis sortie la tête haute parce que je comprenais quelque chose qu'eux ignoraient. Le système qu'ils étaient si pressés de reconditionner n'était pas une solution plug and play. Ce n'était pas un produit que l'on pouvait emballer dans des polices clinquantes et des slogans LinkedIn. C'était vivant, complexe et seulement aussi stable que la femme qui l'avait construit. Ce matin-là, en déposant mon badge sur la table, je ne me suis pas sentie licenciée. Je me suis sentie libérée. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de créer leur plus grand risque et l'effondrement qui allait suivre ne viendrait pas d'un sabotage. Il naîtrait de leur propre arrogance. J'ai commencé dans l'entreprise à 25 ans, à l'époque où le traitement des sinistres se faisait encore sur des tableurs obsolètes et où la moitié des dossiers s'entassaient dans des armoires métalliques qui sentaient la poussière et l'encre. Ils m'ont embauché parce que personne d'autre ne voulait mettre les mains dans ce chaos, mais moi je n'y voyais pas un chaos, j'y voyais un défi. Au cours de la décennie suivante, j'ai construit la plateforme de conformité automatisée qui les a portés de la survie à la domination. Chaque nuit tardive, chaque samedi passé, à réécrire du code au lieu de sortir, chaque fête de famille manquée, tout cela s'est investi dans ce système. Lorsque l'entreprise se vantait de ses ratios d'efficacité lors des conférences avec les investisseurs, c'était mon code qui fournissait la vraie force. Ma conception détectait les fraudes, simplifiait les audits et économisait des millions en coûts d'exploitation. Ils aimaient exhiber des statistiques et des graphiques, mais jamais ils ne mentionnaient la personne qui avait écrit la logique qui rendait ces chiffres possibles. Je ne demandais pas de reconnaissance, je demandais de la stabilité. Mais plus l'entreprise grimpait, plus les dirigeants voulaient donc des slogans tape à l'œil et de l'innovation tournée vers l'avenir. La conformité n'était pas glamour. La gestion des risques ne faisait pas vendre. Alors, ils ont laissé les vidéos tape à l'œil de Tiffany et les grandes promesses de Mark définir le récit. J'ai remarqué ce basculement l'année où nous avons décroché un contrat avec l'État. Mon tableau de bord signalait des faiblesses dans les rapports, mais au lieu de les corriger, ils les ont recouvertes de phrases marketing sur une transformation portée par l'intelligence artificielle. C'est mon nom que les régulateurs appelaient lorsque les délais se resserraient, mais c'est Mark qui montait sur scène, serrant des mains et clamant que le système avait été conçu sous sa direction stratégique. C'était insultant, oui, mais cela m'a aussi ouvert les yeux. Ils étaient trop arrogants pour comprendre la fragilité de leur socle, trop distraits par l'image pour saisir la puissance du code qui tournait en silence en arrière-plan.
Et pendant qu'ils couraient après les caméras, moi je construisais en silence des garde-fous que moi seul comprenais. Pas par malveillance, mais parce que je connaissais les régulateurs, et les régulateurs ne s'intéressent pas aux slogans. Ils veulent de la conformité. Je gardais ce savoir comme une police d'assurance, un rappel silencieux qu'un jour, l'entreprise pourrait oublier où résidait sa vraie valeur. Quand le jour est venu où ils ont décidé que j'étais jetable, je n'ai pas paniqué. Je savais déjà que mes compétences, mon système et ma discipline survivraient à leurs raccourcis. Ils pouvaient me couper, mais ils ne pouvaient pas effacer la vérité inscrite dans chaque ligne de code que j'avais écrite. 2 jours après mon licenciement, la nouvelle s'est répandue dans l'immeuble comme une traînée de poudre. Tiffany Rhodes, la nouvelle chouchoute de la direction, venait d'obtenir mon bureau. La pièce d'angle que j'avais gagnée après des années à sortir l'entreprise de l'enfer du papier était désormais repeinte dans des tons pastels, remplis de plantes grasses et transformée en ce qu'elle appelait son sanctuaire créatif. Le même après-midi, elle publia une photo sur LinkedIn, assise en tailleur sur le bureau où j'avais autrefois étalé mes schémas de conformité, sirotant un thé vert dans une tasse où l'on pouvait lire « Slay the Day ». La légende disait « Manifester de la synergie et des paillettes dans mon nouvel espace ». Hâte de voir la suite. Ses abonnés applaudirent Nan virtuellement, mais mes anciens collègues qui virent cela restèrent muets. Ils savaient ce que représentait ce bureau. Ce n'était pas seulement des mètres carrés, c'était le cerveau de l'opération, le centre à partir duquel le système avait été maintenu, protégé, affiné. Émilie m'envoya une capture d'écran suivie de 3 mots. « C'est obscène ». L'insulte, ce n'était pas Tiffany en elle-même. Elle ne faisait que ce que font les directrices de communication ambitieuses. L'insulte venait d'en haut. La substance était écartée, les paillettes mises en avant. Mon ancienne équipe, celle qui avait passé des nuits à déboguer avec moi, fut reléguée dans une section près des archives, des boxes si exiguës que l'on entendait les claviers claquer les uns contre les autres. Ryan décrivit l'endroit comme un placard à balai. Chris dit que le Wi-Fi sautait toutes les 23 minutes. Pendant ce temps, les vidéos de Tiffany se multipliaient, son bureau illuminé de guirlandes avec des légendes du genre « les données, mais version fashion ». Les dirigeants adoraient ces publications, louant une nouvelle énergie culturelle. Je ne me suis pas emportée. J'ai observé. Les voir confier le poste de commandement du système de conformité de l'entreprise à quelqu'un qui ne savait même pas orthographier réglementaire ne signifiait qu'une chose. Ils avaient choisi l'optique plutôt que la survie. Et dans le monde de l'entreprise américaine, ce genre de choix est un suicide. Mon humiliation n'était pas seulement personnelle, elle était structurelle. Ils démantelaient eux-mêmes leur propre bouée de sauvetage, pièce par pièce, et je n'avais pas besoin de lever le petit doigt. Tout ce que j'avais à faire, c'était regarder, en silence, pendant qu'ils échangeaient la seule chose qui les maintenait à flot contre des filtres photos et des slogans creux. Le matin après avoir quitté ce bâtiment, je ne me suis pas sentie comme une femme licenciée, je me suis sentie comme une femme libérée. Ils pensaient que je me précipiterais, désespérée d'expliquer mon parcours à des recruteurs ou de courir après un autre poste de middle management dans un open space beige. Au lieu de cela, je me suis assise dans un café du sud de Chicago, mon ordinateur portable fermé, observant la lumière du soleil se refléter sur les vitres d'une petite société de courtage de l'autre côté de la rue. C'est là que mon nouveau chapitre a commencé. Le PDG de cette société n'était pas flamboyant. Il ne portait pas de costume taillé au millimètre, ni ne parsemait ses phrases de mots creux sur la synergie. Il était pragmatique, prudent et surtout, il écoutait. Quand il m'a demandé ce dont j'avais besoin pour construire, ce n'était pas de la politesse. Il le pensait vraiment. Alors je lui ai dit, j'ai déroulé un plan pour une plateforme de conformité non seulement efficace mais indestructible, un système conçu non pour impressionner les investisseurs avec des tableaux de bord clinquants, mais pour résister au regard le plus sévère des régulateurs. J'ai parlé d'architecture modulaire, de vérification en couche, de garde-fous adaptatifs capables d'évoluer avec les nouvelles lois. Il s'est penché en avant, pas en arrière. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai signé avec eux l'après-midi même,
discrètement, sans tambour ni trompette. Ce n'était pas une revanche, pas encore. C'était le besoin de retrouver un endroit où le travail avait du sens. En quelques semaines, je dessinais des schémas sur des tableaux blancs marqués par des décennies d'usage, tandis qu'une équipe de talents, affamée et négligée, se rassemblait autour de moi. Émilie fut la première à nous rejoindre, quittant les box étouffants où l'ancienne entreprise l'avait reléguée. Puis, Ryan, lassé de voir son code recouvert des pastels de Tiffany. Chris arrive en dernier, portant en lui la même lassitude que je voyais dans mon propre reflet depuis des années. Nous n'étions pas glamour. Nos bureaux avaient de la moquette tachée, des tables dépareillées et une odeur persistante de café brûlé. Mais rien de cela n'avait d'importance, car le travail était net, rigoureux, respecté. Nous n'étions plus du bruit de fond, nous étions l'ossature. J'ai reconstruit le système de manière plus intelligente. Là où mon ancienne société avait rogné sur les angles, j'ai renforcé. Là où ils avaient sacrifié les garde-fous pour la vitesse, j'ai ajouté des redondances capables de survivre même au stylo rouge le plus agressif d'un auditeur. L'ironie en devenait presque poétique. Chaque faiblesse qu'ils introduisaient dans l'ancienne plateforme devenait la force de celle que nous bâtissions. Nous ne cherchions pas les gros titres. Nous cherchions la fiabilité. Les clients ont remarqué. Les régulateurs ont remarqué. Et peu à peu, les murmures ont commencé. Nos dossiers passaient sans accroc, tandis que les leurs révélaient de fines fissures. La rumeur s'est répandue dans les cercles discrets de l'industrie, ceux où la crédibilité fait office de monnaie. Je n'avais pas besoin d'élever la voix, ni de réclamer le mérite. Les résultats parlaient plus fort que n'importe quel communiqué. Pendant ce temps, l'ancienne société s'accrochait encore plus à son image. Tiffany mettait en scène des séances photos dans son bureau redécoré, guirlandes allumées et hashtags sur l'ambition. Marc paradait en réunion, bombant le torse, vantant modernisation et rapidité. Ils ne voyaient pas qu'ils se vidaient de leur substance en temps réel. Ils avaient échangé la compétence contre le charisme, la solidité contre les paillettes. Et ils ne pouvaient pas voir que la femme qu'ils avaient écartée construisait en silence leur remplaçante. La redirection ne ressemble pas à un feu de vengeance. Elle est plus froide, plus silencieuse, plus délibérée. Je n'ai pas perdu une seconde à comploter un sabotage. Je n'en avais pas besoin. Mon énergie était mieux investie dans un système qui survivrait au vacarme. Et au fond, je connaissais la vérité qu'ils refusaient net de voir. Quand les auditeurs viendraient, et ils viennent toujours, ce ne serait pas mon nom qui serait en jeu, ce serait le leur. Les premiers signes de faiblesse n'étaient pas des explosions spectaculaires, ni des scandales en première page. Ils étaient subtils, du genre que seule une personne ayant conçu le système d'origine pouvait reconnaître. Les rapports autrefois parfaitement équilibrés commencèrent à montrer de petits retards. Les règlements de sinistres, qui devraient être traités en 48 heures, s'étiraient soudain sur 5 ou 6 jours. Les régulateurs commencèrent à demander des clarifications, un mot qui paraît inoffensif sur le papier, mais qui en réalité annonce le début d'une suspicion plus profonde. Les dirigeants ne remarquaient rien, ou peut-être ne voulaient-ils pas voir. Marc agitait en réunion des graphiques que Tiffany avait habillés de polices criardes et de slogans inspirants, affirmant devant le conseil que l'efficacité n'avait jamais été aussi élevée. Ce qu'il ne disait jamais à voix haute, c'est que l'efficacité n'était mesurée qu'en vitesse, pas en précision. Et la précision est la seule chose qui intéresse les régulateurs. De l'extérieur, je suivais les dépôts publics. Chaque trimestre racontait une histoire plus claire. Signatures manquantes, chaînes de vérification rompues, traces d'audits incomplètes, de petites pénalités furent infligées, puis payées comme si ce n'était rien d'autre que le prix du business. Mais chaque amende laissait une cicatrice, chaque remarque de régulateur s'ajoutait à un dossier, et les dossiers ont une manière de ressurgir lorsque les enjeux grandissent. Ma nouvelle équipe comprenait la différence parce que nous construisions autrement. Émilie vérifiait 2 fois chaque garde-fou. Ryan concevait des redondances qu'on ne pouvait retirer sans briser tout le système.
et Chris faisait tourner des simulations jusqu'à l'épuisement pour prouver que notre plateforme pouvait survivre au contrôle le plus sévère. Nous ne courions pas après l'image, nous nous préparions à l'inévitable coup de projecteur. L'ironie, c'est que les mêmes fonctionnalités que mon ancienne entreprise avait rejetées comme étant du surcontrôle devinrent la raison pour laquelle nos clients dormaient tranquilles. Ils se moquaient de mon obsession pour des journaux d'audit impeccables. Et pourtant, ce sont ces journaux qui poussèrent les régulateurs à murmurer sur la fiabilité de notre plateforme. Mon ancien employeur croyait pouvoir se cacher derrière le vernis marketing de Tiffany et la fanfaronnade de Marc. Mais le vernis ne tient pas quand un régulateur s'assoit de l'autre côté de la table avec un stylo rouge. Je n'avais pas besoin de prononcer un mot ni de lever la main contre eux. Les fissures apparaissaient parce qu'ils avaient retiré les poutres mêmes qui soutenaient la structure. Et à chaque trimestre, ces fissures s'élargissaient un peu plus, se propageant dans leur fondation pendant que les dirigeants souriaient aux caméras. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'un seul coup sec venu de l'extérieur ne transforme ces fissures en effondrement. Et je savais que ce coup viendrait bien plus tôt qu'ils ne pouvaient l'imaginer. L'annonce de l'audit d'État tomba comme un coup de tonnerre. En apparence, ce n'était qu'un contrôle de routine, une vérification de conformité pour renouveler l'éligibilité à des contrats valant des centaines de millions. Mais je savais que ce n'était pas routinier, c'était un test de résistance. Et je savais aussi qu'il n'était pas prêt. L'entreprise, autrefois blindée par mon système, avait supprimé les garde-fous qui tenaient les régulateurs à distance. Marc, éternel vendeur, voyait l'audit comme une nouvelle scène pour ses mots creux. Tiffany préparait des dossiers de presse comme si du marketing pouvait convaincre des régulateurs. Et le PDG Daniels paradait dans les couloirs, assurant au conseil que tout était sous contrôle. Aveuglés par leur propre arrogance, ils avaient oublié que les régulateurs se moquent des slides et des photos. Ils veulent des chiffres, de la précision, des preuves. Je n'étais pas dans cette salle quand les auditeurs sont arrivés, mais je pouvais l'imaginer. Des rangées de costumes avec leurs carnets, leurs questions calmes, la façon dont ils tournaient les pages avec une patience chirurgicale. Mes anciens collègues, ceux qui n'étaient même pas déjà partis, devaient transpirer à grosses gouttes pendant que les auditeurs examinaient les registres. Les fissures que j'avais prédites devinrent des gouffres, les garde-fous avaient disparu, les pistes d'audit étaient incomplètes et les écarts dans les paiements criaient négligence. Ce n'était pas du sabotage, c'était des mathématiques. Et les mathématiques ne mentent pas. J'ai appris plus tard par Émilie, qui avait encore des amis coincés à l'intérieur, qu'un moment décisif était survenu. Un auditeur s'était adossé à sa chaise, avait tapoté un dossier avec son stylo et avait demandé « Où est la couche de vérification pour ces transactions ?» Marc balbutia, invoquant des excuses maladroites sur la modernisation. Tiffany intervint avec son jargon de visualisation de données, mais ses jolies diapositives ne pouvaient là cacher la logique manquante. Puis vint le silence. Pas un silence qu'on remplit avec du discours, mais celui qui s'installe quand la vérité est indéniable. Un par un, les auditeurs ont signalé les points rouges. Rapport frauduleux, contrôle absent, non-conformité aux règlements obligatoires. Chaque ligne était un clou dans le cercueil. Les investisseurs invités comme observateurs échangèrent des regards, leurs visages se durcissant à mesure que l'ampleur du désastre apparaissait. Les téléphones sortirent, non pas pour prendre des notes, mais pour prévenir leurs équipes, préparer des retraits. Quand le PDG Daniels prit la parole, le mal était déjà fait. Il tente de rejeter la faute sur l'architecture héritée, une manière à peine voilée de pointer du doigt mon travail sans prononcer mon nom. Mais les auditeurs ne cherchaient pas des coupables, ils voulaient des faits. Et les faits étaient brutaux. Le système qu'ils avaient vidé de sa substance n'était plus conforme. Les contrats furent gelés en attendant l'enquête. Des amendes tombèrent. Leur réputation, jadis pilier de l'industrie, se fissurait en direct. Émilie m'a raconté que le visage de Tiffany se vida de son sang quand les régulateurs balayèrent d'autres ses arguments. Marc tenta d'affirmer que les problèmes étaient là temporaires, mais un auditeur l'interrompit d'une seule phrase. La conformité n'est pas temporaire,
Elle existe ou elle n'existe pas. Cette phrase se répandit dans l'entreprise comme un incendie, répétée à voix basse bien après le départ des auditeurs. Je n'étais pas dans la pièce, mais j'étais de l'autre côté de la ville, dans mon nouveau bureau, à regarder défiler les alertes. Les titres parlaient de échecs de conformité et de contrats gelés, et des clients qui les disaient intouchables nous appelaient désormais. Mon téléphone vibrait d'appels, de demandes, d'opportunités, et je n'eus pas à en chercher une seule. Leur chute n'était pas mon œuvre. Elle venait de leur choix, de leur vanité, de leur refus de respecter le système que j'avais construit. Moi, j'avais simplement redirigé mon énergie là où elle comptait. Et quand la lumière des projecteurs s'est posée sur eux, elle a révélé exactement ce que je savais déjà, un empire maintenu par des filtres photos et des promesses creuses. En un seul audit, tout ce qu'ils prétendaient être s'est effondré. Et je n'ai pas eu besoin de dire un mot. Dans les semaines qui suivirent l'audit, ma boîte mail se remplit de noms familiers. L'assistante de Marc laissa des messages vocaux me demandant si j'accepterais de venir en conseil juste pour stabiliser la situation. Le PDG Daniels m'envoya un message vague sur la réunion des anciens talents. Même Tiffany essaya avec un mail enjoué dont l'objet disait « Reprenons contact ». Comme si repeindre mon ancien bureau lui donnait le droit de prétendre que rien ne s'était passé. Je ne répondis pas. Je ne les bloquais pas non plus. Je laissais le silence s'étirer, chaque message ignoré rappelant que leur pouvoir sur moi s'était évaporé. Pendant ce temps, ma nouvelle société prospérait. Les mêmes régulateurs qui avaient pulvérisé les dépôts de mon ancien employeur louaient la propreté de nos audits. Des clients qui autrefois signaient avec Daniels passaient désormais chez nous, soulagés de trouver la précision là où on leur servait des slogans. Et mon équipe, Émilie, Ryan, Chris, découvrait une fierté que nous n'avions jamais eu le droit d'éprouver auparavant. Nous n'étions plus du soutien en arrière-plan, nous étions l'histoire. Quand des investisseurs nous rendaient visite, ils ne demandaient pas de séances photos, ils demandaient l'architecture, la logique, la résilience. Pour la première fois, mon travail était reconnu au grand jour au lieu d'être enfoui dans des notes de bas de page. Un lundi matin tranquille, j'ai mis à jour mon profil LinkedIn. Pas de grande annonce, pas de hashtag prétentieux. Juste, ils pensaient qu'en me licenciant, ils effaceraient ma valeur, mais en réalité, cela a prouvé quelque chose de bien plus fort. L'arrogance finit toujours par payer sa dette, et lorsqu'on retire la personne qui a bâti les fondations, l'effondrement n'est pas un sabotage, c'est simplement la gravité qui rattrape. Je n'ai pas eu besoin de me salir les mains pour voir la justice s'accomplir. Ce que j'ai appris, c'est que la véritable revanche ne vient pas toujours du feu ou de la fureur. Elle naît dans le fait de s'éloigner, de choisir de ne pas gaspiller son souffle et de laisser le temps révéler la vérité. Dans la vie, surtout dans la culture d'entreprise américaine, on nous dit souvent de jouer le jeu, d'accepter d'être invisible, de laisser ceux qui crient le plus fort occuper la scène. Mais mon parcours m'a montré que le silence n'est pas une faiblesse. Quand on connaît sa valeur, quand on garde ses preuves et quand on a la discipline de rediriger son énergie plutôt que de la gaspiller en amertume, on détient la carte la plus forte de la pièce. Ils ont donné mon bureau, confié mon travail à des gens qui se souciaient plus de l'image que de la survie et m'ont écarté en pensant que je disparaîtrais. La leçon est simple, protégez vos compétences, votre réputation et votre intégrité. Ne laissez pas le titre de quelqu'un d'autre ou l'éclat d'une campagne de communication vous convaincre que vous êtes impuissant. À long terme, le marché, les régulateurs et même la vie elle-même finissent toujours par dévoiler les promesses creuses. Et si vous avez été trahi, ne gaspillez pas votre énergie dans le sabotage. Redirigez, reconstruisez, relevez-vous. Comment commencer dès aujourd'hui? Écrivez vos compétences uniques, ce que vous apportez et que personne d'autre ne peut. Notez vos réussites, même si personne ne vous en crédite. Investissez dans une première étape vers l'indépendance, un projet parallèle, une certification, une connexion hors de votre cercle actuel. Votre valeur est réelle et parfois la meilleure revanche n'est pas une revanche, c'est de dépasser ceux qui vous ont sous-estimé. Partagez vos réflexions en commentaire, dites-moi si vous avez vécu quelque chose de semblable et n'oubliez pas de vous abonner
pour plus d'histoires prouvant que le silence peut être la plus éclatante des victoires.